Bonjour. Merci. Bon, vous savez que l'UFDG est un parti qui est représenté un peu partout à travers le monde, surtout en Europe et en Afrique. Donc, dans la perspective de la redynamisation des fédérations, ils ont exprimé le soin de nous inviter, le président et moi-même, pour s'enquérir de l'état d'avancement de leurs travaux et aussi pour leur donner l'impulsion nécessaire pour continuer encore à organiser davantage la communauté guinéenne ici en Italie et s'enquérir des différents problèmes que la communauté guinéenne, de manière particulière, et la communauté d'origine africaine de manière générale, a vis-à-vis des différents problèmes qui se posent pour les immigrés ici en Italie. Non, bon, dans la première impression, je ne m'attendais pas à rencontrer autant de Guinéens ici, à Brescia, là où, a priori, ce n'est pas le lieu où la communauté est la plus dense. Mais j'ai été fortement impressionné par la mobilisation qu'ils ont eu à faire hier lors du meeting qui a été organisé à notre intention. Et les échanges que nous avons eus les uns avec les autres nous ont permis d'avoir une idée plus ou moins exhaustive des différents problèmes qui se posent à la communauté guinéenne ici en Italie. Bon, la communauté guinéenne de la diaspora, c'est difficile de dire exactement le chiffre. Parce que rien qu'autour des pays limitrophes de la Guinée, on compte à peu près de 1 million à 1,5 million de personnes ressortissantes de la Guinée en Côte d'Ivoire, un peu plus de 1,5 million à près de 2 millions au Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria. Là aussi, la communauté est fortement représentée. Ça, c'est uniquement pour l'Afrique. En Angola, nous sommes fortement représentés, en Amérique également, et en Europe, à peu près, ça doit... Officiellement, il y a 10 ans, on disait qu'il y avait 10 000 Guinéens en France. Aujourd'hui, je crois que le nombre est allé au-delà du double, uniquement pour la France. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important. La communauté guinéenne à l'étranger, elle est très importante. Et son implication dans le jeu politique est un enjeu essentiel de mécanismes de résolution des problèmes que connaissent la Guinée. Parce que derrière, à travers cette diaspora, c'est une diaspora d'exilés, suite à différentes périodes de dictature que le pays a connues, et cette hémorragie est en train de se prolonger encore. Donc l'implication de cette grande majorité des Guinéens de l'étranger dans le jeu politique, c'est-à-dire la revendication essentielle de leur citoyenneté, est un enjeu. Pourquoi est-il un enjeu? Parce que démographiquement, ils ont un poids qui peut contrebalancer dans une large mesure disons, un vote qui pourrait inclure l'ensemble de la communauté guinéenne, aussi bien celle de l'intérieur que celle de l'extérieur. Donc les régimes qui ont une vision très étroite de l'intérêt national, qui n'ont pas l'intention d'œuvrer dans le sens de l'émergence d'une citoyenneté pleine et entière pour tous les Guinéens, veulent marginaliser cette immense communauté qui a un potentiel extrêmement important, tant au point de vue numérique qu'au point de vue du potentiel intellectuel et au point de vue de leur capacité économique à infléchir l'avenir et les destinées de la Guinée. Donc c'est un enjeu d'une importance cruciale et l'implication de cette diaspora dans le jeu politique guinéen est un préalable pour remettre la Guinée sur le droit chemin et avoir une dynamique normale comme
par exemple, le Sénégal là à l'heure actuelle. Vous savez, aujourd'hui, la principale revendication de l'écrasante majorité des Guinéens, c'est la reconnaissance de leur citoyenneté. Reconnaissance de la citoyenneté des Guinéens. Parce qu'il y a des discriminations qui sont opérées par le régime actuel de M. Alpha Condé. Par exemple, on a su que les Guinéens ont des difficultés pour avoir leur passeport. Les autorités guinéennes ont procédé à des changements de passeport récemment. Ils ne se sont même pas donné la peine de permettre à l'immense diaspora d'avoir l'outillage technique pour que ceux qui veulent renouveler leur passeport puissent le faire en allant vers les ambassades de la Guinée à l'extérieur ou vers les consulats qui représentent les intérêts de la Guinée dans les pays européens, notamment en Italie. Donc les Guinéens sont de fait privés d'un droit qui leur est reconnu. Et vous savez que dans ces pays européens, qui sont des pays où tout est formalisé, tout passe par, disons, le renouvellement régulier des documents, surtout les documents de voyage, comme les passeports, ils se trouvent de fait, comme si on peut dire, emprisonnés et incapables de pouvoir bouger, incapables de pouvoir agir. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Et en plus, les autres tracasseries que les Guinéens de la diaspora ont lorsqu'ils rentrent au pays. Mais ça, c'est un problème général. C'est un problème général qui fait que les Guinéens de la diaspora ont ces difficultés, comme ceux qui sont à l'intérieur du pays aussi ont d'autres difficultés, ont d'autres contraintes du même ordre, parce que tout simplement, la politique officielle n'est pas une politique de reconnaissance effective de la citoyenneté. C'est-à-dire, je suis citoyen, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs, indépendamment de la question régionale, de la question ethnique et de la question des sensibilités politiques. C'est un problème pour la Guinée aujourd'hui. Bon, votre question est pertinente. Bon, je pense que il est le mieux à même de répondre par rapport à cette question. Parce que l'un des arguments que Alpha Condé a à l'égard de certaines personnalités politiques qui ont été peu ou prou des responsables dans la gouvernance lorsque le général Lansana Conté était au pouvoir, c'est de leur imputer toute la responsabilité du retard de la Guinée d'aujourd'hui. Il y a des différences et des appréciations qui peuvent évoluer d'une personnalité politique à une autre. Et la particularité de l'ensemble des principaux responsables politiques du pays, ils ont été aux affaires, comme on dit. M. Sidya Touré a été Premier ministre, M. Cellou Dalein Diallo a été Premier ministre, M. Lansana Kouyaté a été Premier ministre. Donc, il est facile pour M. Alpha Condé de dire tout le mal que la Guinée a connu, c'est à cause de ses anciens premiers ministres. C'est vrai que la gouvernance du général Lansana Conté n'a pas été une période vertueuse pour sortir de la Guinée, disons, de l'état de sous-développement, manque d'infrastructures et les mêmes problèmes que nous connaissions en ce qui concerne la gouvernance économique, la gouvernance politique, perdurent et se sont renforcés aujourd'hui. Ceci est une réalité. Mais M. Alpha Condé est d'autant plus coupable que nous étions tous ensemble dans l'opposition vis-à-vis de la gouvernance du général Lansana Conté. Nous avons mobilisé à travers les forces vives du pays, le pays tout entier en 2005, 2006, 2007 pour imposer un changement dans la gouvernance du général qui était pratiquement malade à l'époque.
et que M. Alpha Condé aujourd'hui soit au pouvoir et il est en train de renforcer les dysfonctionnements graves que la Guinée avait connus par le passé. Donc, nos efforts, les sacrifices qui ont été consentis, qui ont été même consentis par le RPG, par des militants du RPG à l'époque, sont tous annihilés par la gouvernance de M. Alpha Condé. Lorsqu'on fait le bilan global de la gouvernance de la Guinée, M. Alpha Condé, aujourd'hui, de par son bilan, s'avère le chef de l'État qui a le plus fait du tort à la Guinée, malgré le peu d'années qu'il est encore à la magistrature suprême du pays. En 4 années, il a fait pire que ce que d'autres ont fait pendant plus de 20 ans. Question des droits de l'homme, nous sommes à la traîne. Refus d'appliquer les principes, disons, de renforcement de l'impunité, renforcement des détournements de deniers publics, retard en ce qui concerne les infrastructures, crise de l'Ebola qui montre jusqu'à quel point ce pays est devenu stigmatisé un peu partout à travers le monde, non pas parce que c'est une fatalité qu'il puisse y avoir des épidémies, mais parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, parce qu'il y a une irresponsabilité qui a amené à ce que tout un pays et toute région soient contaminés par le virus Ebola. Ceci est un élément pour vous dire que M. Alpha Condé, au-delà d'une position, d'une opposition et d'un pouvoir en place, sa responsabilité dans les problèmes que connaisse la Guinée aujourd'hui et surtout dans sa gouvernance qui met en risque toute une partie du continent africain, cette responsabilité devrait être prise en compte au-delà de la Guinée pour que ça soit porté même devant des juridictions beaucoup plus spécialisées pour non-assistance en population en danger ou une irresponsabilité, disons, criminelle qui fait qu'un pays est contaminé par le virus Ebola et le pays comme le Libéria, la Sierra Leone et le Mali à l'heure actuelle. Le Sénégal a eu la prudence de fermer la frontière pour ne pas être contaminé. Donc cette gestion doit être, à mon avis, jugée et que toutes les responsabilités soient prises pour que ça soit sanctionné. Parce que sinon, c'est comme c'est une autre forme d'impunité. Vous prenez un véhicule, vous sortez, vous conduisez n'importe comment, vous faites un accident, il y a 1 mort, 2 morts, 3 morts, d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez en prison, n'est-ce pas? Vous êtes à la tête d'un pays sous prétexte qu'il y a des lois, vous êtes président de la République, votre irresponsabilité vous pousse à ne pas prendre les mesures pour sauver toute une population en détresse qui est affectée par un virus qui est extrêmement dangereux pour l'espèce humaine de manière générale. Vous ne faites rien. Faut-il qu'on vous laisse comme ça? Que vous continuiez à jouir de vos privilèges de chef de l'État comme si vous avez une immunité totale et permanente? Je pense que c'est une nouvelle question dans le contexte de la gouvernance actuelle qui nous pousse à repenser les notions de crime contre l'humanité pour que certains responsables politiques, notamment ceux comme M. Alpha Condé, pour qu'ils puissent répondre devant une juridiction internationale sur son irresponsabilité qui nous met nous tous en danger. S'il avait la confiance de l'ensemble de la population guinéenne, il n'avait rien à craindre. Aujourd'hui, vous connaissez les relations tendues qu'il a avec le président Macky Sall, qu'il a avec le président Ouattara. Vous savez que la présidente Hélène Sirleaf Johnson ne mâche pas ses mots parce que elle accuse directement et à juste titre
la gouvernance guinéenne d'être responsable de la contamination de son pays. Donc c'est pour vous dire, M. Alpha Condé, même au niveau de ses pairs, il a perdu la crédibilité et la respectabilité que certains accordaient à la fonction présidentielle de l'État guinéen. Aujourd'hui, en toute logique, il y a deux voies. Je vous rappelle par hasard que je suis exilé politique du fait de M. Alpha Condé. Il y a deux voies. La voie électorale, mais la voie électorale, elle est biaisée, elle est piégée. Elle est totalement piégée. Pour vous donner une illustration, M. Alpha Condé a été élu en 2011. 2010 du moins. Il a pris fonction effectivement en décembre 2010. Les élections législatives qui étaient prévues pour avoir lieu dans les 6 mois n'ont eu lieu que le 29 septembre 2013, c'est-à-dire près de 3 ans. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont eu lieu pratiquement au même moment que les élections présidentielles en Guinée en 2010, avec la crise que ça a amené dans ce pays, et la prise effective du pouvoir n'a eu lieu pour M. Alassane Ouattara qu'au mois de mai 2011. Les élections législatives en Côte d'Ivoire ont eu lieu pratiquement durant l'année 2012. Ou même si mes souvenirs sont bons, juste dans la foulée des élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Bien sûr. La même chose au Sénégal. Les élections présidentielles ont eu lieu en 2012, février-mars 2012. Les élections législatives ont eu lieu pratiquement si mes souvenirs sont bons, dans la foulée de la fin de l'année 2012 ou en début 2013, si mes souvenirs sont bons. En Guinée, les élections législatives ont pris 3 ans avant qu'elles n'aient lieu, à la suite de manifestations pacifiques, où uniquement dans les rangs de l'IFDG, on a compté près de 57 personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre. Donc c'est pour vous dire que la gouvernance guinéenne est dans un contexte qui amène ce pays dans une situation dangereuse. Et lorsque vous me posez la question comment parvenir au pouvoir, les élections présidentielles qui sont prévues en 2015, il est très difficile de se dire qu'elles pourront avoir lieu en 2015 parce que M. Alpha Condé n'est pas prêt à les organiser. Ça, c'est un. Il n'est pas prêt à les organiser et il a piégé l'ensemble du processus électoral. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Vu la gouvernance politique, institutionnelle, économique, désastreuse, sanitaire, humanitaire, le problème, disons, un recul général du pays, violation systématique des droits de l'homme, exacerbation des tensions ethniques, organisation de milices par le pouvoir pour s'attaquer à d'autres parties de la population, notamment en Guinée forestière. Le recours ultime, c'est la mobilisation sociale et citoyenne de l'ensemble des Guinéens pour abréger la gouvernance de M. Alpha Condé. Sinon, ce pays sera envoyé dans une situation de désastre complet. Donc, comme on l'avait fait en 2007, nous demandons, nous souhaitons, nous sollicitons, nous mobilisons les jeunes, les femmes, pour qu'une insurrection populaire puisse abréger la gouvernance d'Alpha Condé et permettre à la Guinée de reprendre une nouvelle voie dans un processus transitoire qui nous permettra de s'en sortir. C'est un thème, c'est le plus démocratique qu'il y a.
le peuple est souverain. Soit il l'exprime par la voie électorale, dans les conditions où les élections sont organisées de manière transparente, libre et crédible. Si le gouvernement en place ne va pas dans ce sens, l'article 10 de la Constitution de la Guinée reconnaît au peuple de manifester son désaccord vis-à-vis du gouvernement en place et par conséquent, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les chartes ratifiées par l'État guinéen autorisent le peuple guinéen à exprimer par la rue sa volonté politique d'un changement complet. Comment vit votre parti quand on lit certaines presses guinéennes qui parlent d'une participation autour de la coalition qui avait porté M. Sékou Diallo, votre président de parti, contre M. Alpha Condé? C'est tout à fait normal, le jeu politique est pluriel. Les différences, les rivalités politiques sont dans toute structure partisane, multipartisane, on les retrouve. Et ce n'est pas étonnant qu'en Guinée qu'il en soit ainsi. Mais ce qui est beaucoup plus grave, ce n'est pas qu'au niveau de l'opposition qu'il y ait des sensibilités différentes, c'est surtout grave pour la mouvance gouvernementale qui, au fil de ces 4 années d'exercice, a vu sa base sociale se rétrécir jusqu'à ne concerner aujourd'hui qu'une petite minorité. Tous ceux et toutes celles qui étaient autour de le mouvement qui a porté M. Alpha Condé au pouvoir, que ce soit M. Kouyaté, que ce soit Jean-Marc Teliano, que ce soit d'autres qui étaient un peu plus, j'allais dire, centristes comme Jean-Marie Doré, tous, ils ont marqué une période de recul vis-à-vis de la mouvance présidentielle. Cela veut dire que M. Alpha Condé n'est pas soutenu par la base sociale qu'il avait portée au pouvoir et n'est pas soutenu parce que beaucoup de militants et de responsables du RPG sont profondément déçus de la gouvernance et du spectacle qu'il donne de la société guinéenne et de l'État guinéen aujourd'hui. Bon, la question essentielle, ce n'est pas la question de la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. J'avais dit et je l'ai répété, le mois dernier, j'étais à Dakar pour le dire aux autorités sénégalaises et à mes compatriotes guinéens que la question de la fermeture de la frontière est une question de prudence de la part des autorités sénégalaises parce que ces autorités ont mission d'assurer et de protéger leurs citoyens contre des maladies et des épidémies. La question essentielle, c'est l'irresponsabilité des autorités guinéennes qui n'ont pas pris soin de prendre toutes les mesures pour, dans un premier temps, empêcher la propagation de la maladie à l'intérieur du territoire guinéen. Et en plus, ils devraient se donner les moyens de montrer leur sérieux pour, à tous les niveaux, assurer des dispositifs sanitaires qui sont recommandés pour montrer aux pays limitrophes que la Guinée prend en charge de manière pleine et entière la responsabilité d'assurer une non-propagation du virus Ebola. Bien entendu, dans ce processus, il peut toujours y avoir des ratés, mais fondamentalement, l'extérieur aurait jugé de la pertinence des politiques sécuritaires et sanitaires que l'État guinéen aurait pris pour juger de l'opportunité, oui ou non, faut-il fermer ou ne pas fermer la frontière. Mais l'irresponsabilité et le non-sérieux des autorités guinéennes et leur bravade, la désinvolture avec laquelle elles ont géré, elles gèrent la crise de la maladie Ebola, a amené notamment tous les États, pas simplement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau à fermer ses frontières. Bien entendu, le Libéria et la Sierra Leone étaient déjà affectés
sérieusement par la propagation de la maladie, donc ça n'avait pas la même pertinence, mais la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont fermé leurs frontières. Le Mali ne l'a pas fait officiellement, mais vous avez vu récemment comment ce pays a frôlé d'être aussi impliqué profondément dans une propagation qui risquait de contaminer tout le territoire malien. Nous espérons que les autorités maliennes prendront toutes leurs responsabilités pour ne pas que le virus Ebola se propage dans un territoire aussi vaste que le Mali. Sinon, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera profondément affectée par cette maladie, ce n'est plus une question simplement de santé. Le système éducatif guinéen n'a pas ouvert ses frontières. Du moins, les écoles n'ont pas ouvert jusqu'à présent. L'économie est complètement anéantie. Les entreprises, la plupart, ont fermé. Donc, d'une crise sanitaire, on est passé à une crise économique renforcée et aujourd'hui, on craint une crise humanitaire d'une vaste ampleur qui concerne aussi bien la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Nos raisons de plus, c'est pour cela que je dis que les régimes qui ont été, depuis l'indépendance, au pouvoir en Guinée, n'ont jamais favorisé, n'ont jamais œuvré à donner, à respecter la citoyenneté pleine et entière à tous les fils de la Guinée. Et c'est la raison pour laquelle ce pays qui est doté par la nature en termes de potentialité économique, agricole, minière et énergétique est aujourd'hui parmi les derniers pays qui, sur le plan de l'indice de développement humain et sur le plan de la croissance en Afrique. Non, j'ai été accusé nommément par M. Alpha Condé d'être l'organisateur de l'attentat, entre guillemets, de sa villa le 19 juillet 2011. Et ces tribunaux et sa justice m'ont condamné par contumace à perpétuité avec confiscation de tous les biens. Aujourd'hui, vous vous trouvez en France. Quelle est la politique que vous menez pour revenir dans le droit? Non, je me bats et je suis avec l'UFDG et ma voix porte par la grâce de Dieu. Certains auraient souhaité que je disparaisse, mais ma voix porte aujourd'hui plus qu'hier et je m'en félicite, ça m'encourage, ça me stimule et j'exprime ce que beaucoup de Guinéens ressentent au fond d'eux-mêmes et j'ai la ferme conviction que nous allons gagner. Premier vice-président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée, parti de l'opposition. Aujourd'hui, votre leader est chef de l'opposition. Vous êtes en train de faire une tournée de la diaspora guinéenne. Sur quel moyen faites-vous ces déplacements? Non, aujourd'hui, par exemple, nous sommes aujourd'hui en Italie. C'est la fédération de l'UFDG en Italie qui a organisé le voyage, qui a pris les frais à sa charge. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu venir vous rencontrer nos compatriotes, rencontrer quelques autorités communales de la ville de Brescia et puis rencontrer aussi d'autres représentants des communautés étrangères africaines ici en Italie. Nous terminons cet entretien par les doléances qui nous ont été exposées par la communauté guinéenne. Si vous allez énumérer, quelles sont les priorités? La priorité, c'est la reconnaissance pleine et entière et le respect du droit des citoyens guinéens de jouir de tous leurs droits. Avoir des documents en bonne et due forme à leur demande en tant que citoyen d'un pays, pouvoir s'exprimer politiquement et être impliqué, c'est-à-dire avoir le droit de vote, sans que ce soit une impossibilité parce qu'ils sont à l'étranger, mais que le droit de vote soit effectif, pouvoir aller et revenir en toute sécurité, pouvoir réinvestir leur épargne
dans leur pays d'origine et que l'État guinéen, en tant que tel, assume sa mission première qui est de protéger les ressortissants, ses ressortissants, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Ce que malheureusement les autorités guinéennes actuelles ne font pas et constitue malheureusement l'une des contraintes majeures et le facteur de génération d'agression pour la plupart des Guinéens. Et c'est ça le mal que nous sommes en train de vivre. Merci M. Baouli. Je remercie aussi M. Ousmane Diallo, et l'ensemble du staff de communication qui a entouré le président Sékou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Votre dernier mot, M. le vice-président. Nous souhaitons que la Guinée retrouve ou trouve une normalité pour que ce pays puisse être en phase avec l'évolution des autres pays africains comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients que le développement économique de la région séparément peut présenter beaucoup d'handicaps parce qu'il faut qu'il y ait une convergence des politiques dans différents domaines. Mais la gouvernance actuelle à Conakry est une gouvernance qui ne va pas dans le bon sens, mais qui est en train de pénaliser l'ensemble de la région ouest africaine et il faut que ça change et nous œuvrons pour que ça change le plus rapidement possible par la grâce de Dieu.